La parole est à madame Alexandra. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Res Publica, ministre à plusieurs reprises évidemment, Éducation nationale, Défense, député, sénateur. Et vous avez été bien sûr sensible à toutes ces questions à la fois d'immigration et de police qui sont d'actualité. On vient d'entendre Marine Le Pen. D'abord une question sur ce débat sur l'immigration. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est un cadeau fait à Marine Le Pen par Emmanuel Macron, comme l'ont dit certains, ou d'autres comme Jean-Luc Mélenchon? Une manière d'attiser des braises, de faire du buzz dans une campagne électorale permanente? Je pense que ce débat est légitime s'il est utile. Il est utile si on s'écoute. Or, il est clair que sur un sujet comme celui-là, on ne s'écoute pas. Ce que dit Madame Le Pen des tensions sociales, et malheureusement, tensions entre les communautés dans notre pays, est malheureusement une réalité. Mais on ne l'entend pas. Pour autant, je ne pense pas qu'on va régler le problème par un référendum. On n'entend pas M. Mélenchon quand il dit aussi une chose très juste, c'est que la France, sans ses travailleurs immigrés, ne tournerait pas. Hein, il faut bien le reconnaître aussi. Et leur dire merci, a-t-il dit. Donc, il faut avoir une vue globale de l'immigration. Et ce qui manque dans ce débat, c'est que on ne semble pas voir que si l'immigration pose problème, c'est que l'intégration ne marche plus. La France a été longtemps un pays d'immigration, depuis le 19e siècle. Et ça se passait à peu près bien jusqu'en 1970. Depuis, ça ne va plus. L'intégration est en panne. Les communautés, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, se juxtaposent sans accepter de vivre selon la loi commune, qui est la loi républicaine. Le principe de laïcité est bafoué. L'égalité homme-femme, on ne connaît pas. Et vous liez cela à l'immigration? Pardon? Vous liez cela à l'immigration directement? Eh bien, par la force des choses, des pays dont les mœurs, les coutumes, les règles, la religion ne sont pas les mêmes que les nôtres, envoient des immigrés. Autrefois, ils s'adaptaient à nos us et coutumes. Aujourd'hui, ils veulent garder les leurs. C'est un général? Il y en a beaucoup qui le veulent, qui veulent s'intégrer. Certaines vagues plus récentes de l'immigration, parce que je ne mets pas en cause l'immigration ancienne. Et je ne mets pas en cause, naturellement, tous les immigrés d'aujourd'hui. Hein, il y a ceux qui s'intègrent, et il y en a quand même beaucoup. Puis il y a ceux qui ne s'intègrent pas. Et il y en a malheureusement beaucoup trop. Un mot quand même pour dire, est-ce que ce débat, il appartient à Mme Le Pen ou est-ce qu'il est un débat républicain logique et normal à tenir? Il est un débat républicain parce que tous les républicains ont d'abord un devoir de lucidité. L'immigration, ce n'est pas seulement un flux entre les pays d'origine et les pays de destination, c'est toute une série de problématiques qu'il faut avoir le courage d'aborder. Le co-développement avec les pays d'origine, l'intégration dans la communauté nationale, qui, je le rappelle, est une communauté de citoyens, des immigrés qui veulent résider sur notre sol, et à plus forte raison, quand ils veulent acquérir notre nationalité, la moindre des choses est qu'ils acceptent les lois de la République. Revenons quand même à cette... Juste, on écoutait Marine Le Pen. Elle dit submersion. Vous êtes d'accord avec ce mot? Je constate ce que Jérôme Fourquet a décrit, c'est-à-dire une archipélisation de la France. La France se fragmente, la société française se fragmente. Certaines communes sont devenues de véritables enclaves dans le territoire national, où la loi républicaine ne s'applique plus. Où on peut mettre, par exemple, le voile à des petites filles de 7 ans ou 8 ans, et c'est accepté. Mais ça peut être le fait de Français, y compris d'origine française, qui ont vécu en France et qui ne sont pas des immigrés. Vous êtes d'accord? Il y a des conversions à l'islam. Est-ce que c'est pas tout à fait l'immigration? C'est pas seulement l'immigration. Disons que il y a des conversions, mais le nombre de convertis, à peu près 50 000, un peu plus peut-être, mais pas beaucoup plus, par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui sont des musulmans pratiquants et qui ont le droit de pratiquer leur religion, hein, à condition de respecter, encore une fois, les lois républicaines, et en particulier le principe de laïcité. Or, ce qu'on constate malheureusement, c'est que du fait de la panne de l'intégration, eh bien, cette intégration qui ne fonctionne plus donne lieu à
la surrection de communautés qui se retranchent de la communauté nationale. Alors, ils n'observent plus les règles qui sont les règles républicaines de la vie commune. on va venir aux questions peut-être de communautarisme, de radicalisation, mais dans les mots d'Édouard Philippe tout à l'heure, il a dit que l'Office français d'accueil et des droits d'asile était débordé, qu'il y avait des demandes qui étaient parfois injustifiées. Il a dit qu'il n'avait pas peur de la politique des quotas. Il a dit que l'aide publique au développement devait aussi maintenant être indexée à la politique de coopération des pays pour recevoir les clandestins qui seraient partis de ces pays-là. Il a dit que l'aide médicale était normale, mais que la France devait soigner ni plus ni moins de façon ni plus ni moins attractive que ses voisins. Est-ce qu'il y a une inflexion, selon vous, du gouvernement sur ces questions ? Certainement, il y a des mesures à prendre, mais pour le moment, le débat est sans vote. Il n'y a pas de mesures qui soient proposées. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu une loi votée il y a 1 an. On en voit guère les effets. Puisque, si je prends par exemple les demandes d'asile, elles ont doublé en l'espace de 5 ans. Les demandes de visa ont doublé en l'espace de 10 ans. Et par ces 2 canaux, c'est l'immigration clandestine qui est alimentée. Mais les mesures dont parle Édouard Philippe aujourd'hui... Les quotas, j'y crois pas beaucoup, hein, pour être franc. L'indexation de l'aide au développement avec les pays d'origine qui, aujourd'hui, refusent, il faut bien le dire, d'accueillir les clandestins qu'on veut renvoyer chez eux parce qu'ils ne leur fournissent pas de papier, tout simplement. On pourrait déjà les aider à se confectionner un état civil digne de ce nom avec des papiers infalsifiables et on pourrait en effet conditionner l'aide au fait qu'ils acceptent le principe que chacun doit se trouver responsable de ses nationaux. C'est un principe qui n'est pas attentatoire à la dignité humaine. Est-ce que vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ? Parce qu'il paraît que le président Macron a dit « il nous manque un chevènement dans ce gouvernement ». Il se souvient de la loi Reseda que j'avais fait adopter à grand-peine par le Parlement, puisque la droite était contre par réflexe pavlovien, et une partie de la gauche la combattait également parce que j'avais le souci de l'ordre public et de l'application de la règle républicaine. Donc on peut évoquer tous les discours et toutes les lois. Mais vous en avez parlé personnellement avec lui récemment ? De ce sujet, non. Je parlais d'autres sujets. Je parlais de la Russie, par exemple. Mais je n'ai pas parlé de ces problèmes migratoires. Mais Emmanuel Macron était déjà... C'était un jeune président. Mais il était... Disons, oui, parce que votre loi, elle date de 1998, en l'occurrence. Elle date de 1998, donc Emmanuel Macron avait 20 ans. Donc il a de la mémoire. Non, mais vous avez cette image de celui qui est le républicain, soucieux de l'unité de la nation, de la laïcité, de la République. Et c'est le seul moyen de combattre l'extrême droite, c'est de poser le problème de sa globalité à la lumière de ce que sont nos idéaux républicains et de faire en sorte que l'intégration reprenne. Pour qu'elle reprenne, il faut que les étrangers qui veulent devenir français, aient vraiment envie de devenir français. Et ne soient pas mus par un, je ne sais quel obscur ressentiment qui fait qu'en réalité, ils sont des Français de papier. Oui, mais alors comment on fait ça pour ceux qui, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, mais pour ceux qui... Mais vous m'avez empêché d'aller jusqu'au bout. Pardon. Parce qu'il faut aussi que la France soit accueillante, qu'elle combatte les discriminations, qu'elle soit un pays de justice, d'égalité, et qu'on les traite comme des citoyens à égalité avec tous les autres. Donc si ces 2 attitudes se manifestent, à la fois l'envie de devenir français et l'envie d'accueillir de nouveaux citoyens et de continuer la France, parce que ce qui est en jeu, c'est la continuité de notre nation. Si ces 2 sentiments se manifestent et se joignent l'un à l'autre, alors à ce moment-là, on sortira de la panne de l'intégration. L'intégration reprendra. Et évidemment, il y a toute une panoplie de mesures qu'il faut prendre. On avait parlé par exemple, des prestations sociales. Mais en France, elles sont, je dirais, à 53% au-dessus de ce qu'elles sont en Allemagne pour les étrangers. Hein. Donc il faut changer. Eh bien, il y a des mesures à prendre pour aligner au moins notre droit sur le droit d'un certain nombre de pays qui nous renvoient leurs demandeurs d'asile, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque le nombre de demandeurs d'asile a été multiplié, que je ne dise pas de bêtises, par 2 depuis 5 ans. Mais mes chiffres doivent être vérifiés.
Je ne parle pas en l'air. Ils ont été multipliés par 2 depuis 5 ans. Mais souvent, ce sont des déboutés des pays voisins qui viennent en France demander la demande à de nouveau droit l'asile. d'asile secondaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas acceptés dans d'autres pays européens et ils viennent demander l'asile en France. Voilà, mais je suis d'accord qu'on leur donne l'aide médicale d'État tant qu'ils font une demande, qu'ils ont une demande. Mais quand ils sont déboutés, il n'y a plus de raison de leur accorder cette aide. Venons-en à cette attaque à la préfecture de police de Paris. À vous, l'ancien ministre de l'Intérieur, comment avez-vous vécu cette attaque si grave? 4 morts, des failles, a dit Christian Castaner aujourd'hui. Évidemment, il y a eu dysfonctionnement. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit démissionner? Non. Écoutez, il y a eu dysfonctionnement en ce sens qu'un propos inadmissible, un bienfait après l'attentat de Charlie Hebdo tenu par Michael Harpon, c'est-à-dire qui a été tenu devant un major de police, n'a pas été rapporté à la hiérarchie. Or, c'est grave qu'au cœur de cette citadelle de notre sécurité, qui est la préfecture de police, et des services de renseignement, encore plus. C'est grave que ce comportement n'ait pas été porté à la connaissance de la hiérarchie. Mais c'est un fait. Qui est responsable ? Je dirais que ce sont les collègues qui n'ont pas pris au sérieux les propos de Harpon, hein, qui, il est vrai, est sourd et considéré comme handicapé. Alors la vraie question, c'est, était-il une taupe? Pouvait-il transmettre à l'extérieur des renseignements qu'il détenait à l'intérieur de la préfecture de police? Et je voudrais attirer votre attention, comme on ne peut pas répondre à cette question. C'est l'enquête qui le dira, l'enquête le dira. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait qu'il y a un ressentiment obscur, une forme de haine de la France et de ses symboles qui se manifeste chez un certain nombre d'individus, celui-là passé à l'islam radical, qui devrait nous préoccuper, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, et M. Mélenchon non plus ne peut pas ignorer cette réalité qu'il y a en France aujourd'hui une juxtaposition de communautés dont certaines sont assez bien insérées, sans être pour autant intégrées, mais dont d'autres cultivent des sentiments qui sont proches de la haine par rapport à leur pays d'adoption, enfin à leur pays d'accueil. Vous auriez un discours aussi violent que de dire qu'ils seraient anti-français ou des choses comme ça? Écoutez, les gens qui ont commis les attentats du Bataclan ou les attentats de Nice, quels étaient les sentiments qui les motivaient? Et ce Harpon, pourquoi tue-t-il avec un couteau de cuisine ces 4 malheureux collègues? Il y a bien quelque chose. Alors il y a une histoire, il y a un ressentiment. Et ce que je mets en cause, c'est cette forme de radicalisation qui fait que on importe en France des sentiments dont on croyait avoir fait définitivement litière avec la République, la loi de 1905. Par exemple, une forme de racisme. Il y a des réunions de racisés dont on exclut les Blancs. Hein. Il y a une forme de religiosité extrémiste qu'on ne connaissait plus. C'est-à-dire qu'on a en perspective des guerres de religion possibles. Donc c'est pour prévenir ces guerres de religion à l'horizon qu'il faut avoir une politique de contrôle des flux migratoires et, je le répète, d'intégration de ceux qui veulent réellement devenir français. Certains vont dire que vous avez le même discours que Marine Le Pen. Oh ben, je ne pense pas. Le discours de l'intégration, je ne l'ai pas entendu dans la bouche de Marine Le Pen. Hein, et je ne pense pas qu'on puisse régler cela de 2 coups de cuillère à peau, par référendum. Je pense qu'il y a toute une panoplie de mesures. Il y a un état d'esprit. Et c'est en ce sens que j'approuve la tenue du débat qu'a décidé Emmanuel Macron, c'est qu'il faut faire bouger les mentalités. Il faut de la lucidité. Hein, s'il n'y a pas de lucidité, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de volonté, et il n'y a pas de cohésion dans l'action, mais aussi il n'y a pas de cohésion sociale ni nationale à l'horizon. Jean-Pierre Chevènement, comment on fait pour discerner ces signes de radicalisation et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce qui s'est passé, ce drame? Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle propose, de licencier d'emblée ceux qui présenteraient des signes de radicalisation. Un radicalisé islamiste, c'est une personne qui pense que la loi religieuse est au-dessus de la loi de la République. Et quand on pense que la loi religieuse est au-dessus de la loi
de la République, eh bien, ça ne doit pas être compatible avec l'exercice de certaines important, ce que vous fonctions. dites. La radicalisation, ça se prouve par la fréquentation d'une mosquée salafiste, ça se prouve par un certain nombre de comportements. Il faut édicter des incompatibilités professionnelles. Il faut pouvoir engager des procédures de licenciement si les personnes ont des comportements contraires aux lois et aux valeurs de la République. Est-ce qu'on peut le faire vraiment? Comportement. Parce que s'il ne s'agit que de propos tenus à la cantonade, ça ne suffit pas pour caractériser un délit. On peut se retrouver à se retrouver dans des préjugés et dans de la discrimination. Alors il faut qu'il y ait des comportements qui soient manifestement contraires aux lois républicaines. Et effectivement, à ce moment-là, il faut les sanctionner. Et donc décréter une forme d'incompatibilité avec certaines fonctions? Il y a des fonctions qui touchent à la sécurité du pays, qui ne peuvent être exercées que par des gens qui ont un minimum de loyauté. Est-ce qu'on ne va pas trouver une question de liberté d'expression? Est-ce qu'on ne va pas avoir une réaction extrêmement forte sur le risque, non pas d'islamophobie, ce terme est souvent mal utilisé, mais de racisme anti-musulman et qui en est le risque? Ah mais moi je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. J'ai présidé la Fondation pour l'Islam de France et j'ai toujours cherché à éviter les surenchères, faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance et une meilleure appropriation par nos concitoyens musulmans de ce que sont les valeurs de la République, qu'ils sachent que la laïcité n'est pas une laïcité punitive, mais une laïcité qui sépare le religieux du politique et du social. Par conséquent, les amène à, je dirais, comprendre eux-mêmes leur religion, non pas comme une religion qui, par exemple, exclurait les mécréants que serait tel ou tel, hein, mais une religion de tolérance. Alors, est-ce que c'est possible? Ça demande beaucoup d'évolution. C'est un travail qu'il faut faire. C'est pourquoi rien n'est facilement soluble à court terme. C'est un travail de longue haleine. Et le président de la République a eu raison de faire qu'il y ait un débat aujourd'hui, à condition que demain, il y ait des mesures, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et une dernière question. À l'intérieur de la police, quelles mesures doivent être prises? Qu'est-ce que vous attendez dans les réactions à prendre, à annoncer par le ministre de l'Intérieur, dont vous dites qu'il ne doit pas démissionner? Qu'est-ce qu'il faut faire? La préfecture de police doit-elle être réformée? Est-ce qu'il doit y avoir des mesures précises? Vous connaissez bien le monde des policiers. C'était celui que vous dirigez comme ministre de l'Intérieur. Écoutez, il y a des inspections de sûreté, des services qui sont particulièrement vulnérables, comme ce service de recherche. Hein, et là, il a manqué quand même une veille. Il a manqué une vigilance. Donc, il faut renforcer cet aspect des choses. Je pense qu'il faut d'abord bien mesurer la gravité du fait. Parce que nous avons affaire à quand même une personnalité un peu dérangeante. Sourd, handicapé. Mais en même temps, je dirais, il avait donné des signes qui étaient suffisamment inquiétants pour qu'on l'écarte. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas remonté la hiérarchie. Oui, mais pour autant, ça. je ne demande pas la tête du ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas mettre le bazar dans l'État. Hein, L'État, il doit prendre des mesures proportionnées. Et est-ce que ça ne paraîtra pas de sanctionner des lampistes si ce sont des gens de la préfecture qui sont plutôt sanctionnés? Pas forcément des lampistes, hein, mais on peut regarder qui sont les responsables de ce dysfonctionnement. Mais je suis partisan de raison garder. On ne peut pas vivre, je dirais, sur un volcan. Hein. L'État doit être, je dirais, responsable. Il doit prendre des mesures qui soient efficaces dans la durée. Donc le recrutement des policiers, ça compte aussi. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur notre plateau.